Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman Lévy, présentent Abigaël, messagère des anges, tome 3, de Marie-Bernadette Dupuis, interprétée par Catherine Gauthier. Chapitre 1. Jour de noces. Chez le professeur Itier, samedi 3 juin 1944. Abigaël recula d'un pas pour admirer sa tante. Marie Monteil portait une ravissante toilette beige et une robe assortie d'un petit veston dont le col était orné d'une rose en soie blanche. « Du côté du cœur, à gauche, tantine », précisa la jeune fille qui venait de fixer la fleur à l'aide d'une épingle dorée. « Merci, ma chérie. Sans toi, je n'aurais pas réussi à être présentable. Je suis si nerveuse. La voiture ne devrait-elle pas être là ?»« Pas encore, il n'est que 10 heures, » répondit une voix grave en provenance de la chambre voisine. « Ne t'inquiète pas, nous serons en temps voulu à l'hôtel de ville. Angoulême n'est pas si loin, ma tendre amie. » C'était le professeur Jacques Itier qui rassurait sa future épouse. Abigaël adressa à Marie un sourire très tendre, ponctué d'un clin d'œil, dans l'espoir de la détendre. « Courage, tantine, » murmura-t-elle. « C'est enfin le grand jour. Tu te maries, et avant moi. »« Qui l'aurait imaginé ?» répliqua sa tante tout bas. La remarque rendit Abigaël songeuse. Moins de 3 semaines auparavant, profondément désespérée, elle sanglotait dans le grenier de la ferme où son oncle Yvon les avait accueillis, sa tante et elle, l'automne précédent. « J'en ai versé des larmes, en secret, dès que je me trouvais seule, » se souvint-elle. Adrien était parti, à peine remis de sa terrible blessure. Il retournait se battre, fier de son rôle dans la résistance, et comme indifférent à mon chagrin. Cependant, la douleur de la séparation s'était atténuée ces derniers jours. Sans renier la force de son amour pour le jeune homme, Abigaël avait repris goût à la douce vie quotidienne. Il y avait tant à faire. Elle s'occupait de Cécile, la petite sœur de son fiancé qu'elle continuait à instruire, et veillait aux travaux ménagers. Le printemps était d'une beauté enchanteresse. La vallée de l'Anguienne devenait sous son pinceau un lieu de rêve, royaume des eaux vives, des prairies d'un vert intense et de la roche tiède de soleil. En ce samedi lumineux, Abigaël se réjouissait du bonheur timide de la jolie femme qui lui avait servi de mère. Sa chère tantine. Après la cérémonie religieuse, nous déjeunons en ville, au Grand Café des Colonnes, se disait-elle. Cécile doit trépigner d'impatience. « Tu es ravissante, ma chérie, » fit remarquer Marie, qui arrangeait ses boucles d'un blond grisonnant. « Grâce au professeur, il a été tellement gentil de m'acheter cette robe. Je n'en avais jamais eu d'aussi belle. » Jacques Itier sortit de sa chambre au même instant, vêtu d'un costume 3 pièces gris foncé, un nœud papillon de satin noir, soigneusement ajusté sur une chemise d'un blanc pur. « Vous êtes superbe, monsieur !» s'écria Abigaël. « Vas-tu longtemps encore me donner du monsieur, petite ?» plaisanta-t-il. Il souriait, ses lunettes à la main. C'était un homme distingué, d'un physique agréable, les yeux clairs et le teint frais en dépit de ses 72 ans. Sa chevelure neigeuse s'accordait à son front de penseur et à ses traits réguliers. « Eh bien, » constata Marie sur un ton anxieux, « il ne manque plus que l'automobile. » Abigaël lui caressa l'épaule, touchée par l'air de jeunesse qui la transfigurait. « Monsieur Maurice a promis d'être en avance, tantine, » dit-elle. « Nous pouvons lui faire confiance. C'est l'ancien chauffeur de Bertille Giraud, et il était ravi de nous rendre service. Il refuse d'être payé, c'est son cadeau de mariage. » « Je crois entendre un bruit de moteur. »
nota Jacques-Itier. Un peu plus tard, Abigaël se demanderait quand elle avait déjà éprouvé cette sensation de temps suspendu, doublée d'un signal d'alarme qui vrillait son âme. Le professeur avait raison. Un véhicule approchait sur le chemin qui longeait la falaise, se dirigeant sans nul doute vers la pittoresque maison nichée sous une avancée rocheuse. Mais elle était incapable de courir vers la fenêtre, comme de prendre le bras de sa tante. « Vite, dans le souterrain !» ordonna soudain Jacques-Itier. « Cachez-vous par pitié, c'est la Gestapo !» Abigaël reçut en plein cœur son regard impérieux et suppliant. D'autorité, elle entraîna Marie au fond de la pièce et lui fit grimper les 6 marches en ciment qui montaient jusqu'à une sorte de mezzanine. Là, elle ouvrit un placard dont elle fit pivoter le fond. Un gouffre d'ombre apparut à la laine fraîche. « Vite, Tantine, vite !» La malheureuse déchira sa robe en enjambant le rebord du passage. Poussée par sa nièce, elle roula sur une pente tapissée d'argile humide et se retrouva couchée à terre sur le ventre. Elle perçut un déclic, puis sentit le corps d'Abigaël contre le sien. L'obscurité était totale. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» chuchota-t-elle. « Tais-toi, ne dis rien. » Marie aurait voulu pleurer pourtant, ou bien hurler de terreur et d'incrédulité. Des vociférations en allemand leur parvenaient, auxquelles répondait le professeur Itier d'une voix calme. « Vous devez nous suivre », tonna une voix en français, mais avec un accent germanique caractéristique. Un fracas fit écho à cet ordre, comme si on brisait des vitres ou une pile de vaisselle. Un choc sourd résonna ensuite, puis un cri, et encore des invectives aboyées. Abigaël se mit à claquer des dents, épouvantée. Des visions d'horreur traversèrent sa pensée. Elle se représenta le professeur frappé férocement et jeté au sol, la face en sang. La Gestapo agissait souvent de façon arbitraire, elle le savait. Sa cousine Béatrice, qui était dans le maquis, l'avait renseignée sur ce point. Quelqu'un l'aura dénoncé. Mais qui ? Songea-t-elle révoltée. Seigneur Tout-Puissant, protégez-le, sauvez-le. Jacques-Itier avait renoncé à ses activités de résistant depuis 3 mois. Néanmoins, il demeurait une figure emblématique pour les combattants angoumoisins de l'ombre. Elle aussi, au courant de ses engagements passés et présents, Marie tremblait de tout son corps, le souffle court. Son rêve se brisait net. Cependant, elle y aurait renoncé sans hésiter pour revoir Jacques vivant. Peu lui importait leurs noces, la sécurité et la tendresse promise. « Je l'aime, mon Dieu, comme je l'aime », pensait-elle. « Ils vont le torturer, le tuer peut-être. Je ne veux pas qu'il souffre. Non, non. » Dans sa folle terreur, elle se mordit la lèvre inférieure en évoquant Cécile, brune fillette de 11 ans d'origine juive, heureusement dotée de faux papiers. Vicente, le fils de Pérez, un bambin de 5 ans à peine rétabli du traumatisme causé par le décès de sa mère. Et Grégoire, le Benjamin des Mouniers, un handicapé mental. « Je dois y aller, Tantine », déclara Abigaël. « Non, attends, ils sont peut-être là, sur le chemin. J'ai peur, ma chérie. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Peur pour toi, pour Jacques, mon cher Jacques, mon... » Un sanglot lui coupa la parole. Marie avait découvert le plaisir charnel et la félicité de l'amour partagé dans les bras du professeur. Alors qu'elle était restée vierge de si nombreuses années, il avait fallu cet homme au seuil de la vieillesse pour lui révéler la joie du corps et du cœur, vibrant à l'unisson. « Ne désespère pas, » supplia Abigaël. « Comment veux-tu que je reste sereine? Ils vont le tuer. Ne bouge pas. Je vais entr'ouvrir la porte du placard. Au moindre bruit, je refermerai. »« Non, attends encore. » Marie se redressa. En vain, elle chercha à tâtons le bras de sa nièce, mais elle agrippa du tissu et s'y cramponna. « D'accord, j'attends un peu.
fit la voix douce de la jeune fille.